Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Les Casseurs de Code. C'est une émission où des personnes raconteront leur histoire, leur parcours, leurs aventures et surtout pourquoi l'apprentissage du code a changé leur vie. Le code leur a permis d'ajouter une corde de plus à leur arc de compétences, de concrétiser des idées, de laisser libre cours à leur créativité ou encore d'acquérir un état d'esprit. Ces personnes n'avaient pas toute vocation à devenir dev, mais toutes ont découvert de nouveaux horizons et voire même de nouveaux métiers. Le point commun de tout le monde interviewé est de prendre la compétence du code non pas comme une fin en soi, mais plus comme un outil. Computers aren't the thing. They're the thing that gets us to the thing. Allez, passons à l'interview du jour. Salut Baptiste. Salut Félix, Comment ça va? ça va super et toi? Bon écoute, ça va très bien. Merci beaucoup d'être venu pour tourner cet épisode. Eh ben merci de m'accueillir. Tout le plaisir est pour moi. T'as fait THP il y a 3 ans et demi maintenant, en printemps 2018. C'est ça, la session 4. La session 4. Une belle session, je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Mais d'abord, j'aime toujours commencer ces épisodes par cette question simple. Qui était le Baptiste d'avant THP? Alors le Baptiste d'avant THP, il savait pas trop ce qu'il voulait faire, il avait fait 4 ans de droit, sans grand succès, il est arrivé à la fin de sa licence de droit et il était à peu près sûr maintenant qu'il voulait absolument pas travailler en droit. 4 ans de droit et pour s'en rendre compte qu'on aime pas ça. Ça m'a appris plein de choses, mais j'étais à peu près sûr finalement que c'était pas ça. Pourquoi? Le problème, c'était que les métiers du droit qui sont intéressants, que je trouvais intéressants intellectuellement, ils étaient hyper difficiles d'accès et ils sont réservés à une élite dont je ne faisais pas partie, où je m'en sentais pas le truc. Et donc, c'était des grands concours qu'il faut avoir plus tard et continuer la fin de ton cursus en droit en espérant avoir ces concours qui sont hyper sélectifs et de plus en plus durs et les rater potentiellement. C'est les refaire en boucle et donc s'offrir une vie de repasser des concours parce que en fait, tu t'es coincé dans un trou de souris et t'essayes juste de forcer la porte, ou sortir de ce truc-là et se dire, bon, le droit, il n'y a pas assez de débouchés, c'est trop galère, je vais forcément finir mes années de droit et essayer de trouver un taf alimentaire en droit, mais un taf qui me plaira pas, et donc l'enfer, on veut pas faire ça, on se casse. Donc tu t'es retiré avant de t'engager. Ouais. Très bonne strat. Et bah, du coup, derrière ça, ce que j'ai fait, c'est que, bah, un peu comme toujours, hein, t'as dit à tes parents que tu voulais faire du droit, ils sont super contents, ils disent, ah voilà, un diplôme qui a de l'avenir, on est sûr que notre fils va... Avocat, médecin, voilà. bien. On est sûr que notre fils va avoir du boulot et qu'il sera en sécurité, il n'y a pas de problème. Là, tu leur dis, bah j'arrête, ils font, ah, et pourquoi en plus? Et là, il te dit, on verra. T'es hyper rassuré, donc tu te retrouves avec rien, finalement. Donc j'ai fait une petite année à la base sabbatique en essayant de savoir ce que je voulais faire. Vers le milieu de l'année, je me dis, bon en fait, je crois que ce sera l'informatique. Pourquoi? Parce que j'avais dans l'idée que c'était un métier dans lequel je pouvais utiliser mon esprit de déduction, mon esprit de raisonnement, et avec le côté très pratique que j'aimais bien. Je suis l'ouvrier directement, je suis pas juste un donneur d'ordre, tu vois. Ok. Donc j'aimais bien ces deux côtés-là, et j'aimais bien aussi le fait que tu puisses te former à l'informatique sans repasser à la fac, parce qu'après 4 ans de droit, autant te dire que la fac, je voulais pas y retourner. Je voulais vraiment pas retrouver vacciné à vie de fou. En fait, en mettant tout côte à côte, c'était sûr que je devais faire que de l'informatique. Je pouvais faire des maths, je pouvais faire des choses plus scientifiques comme ça, mais c'était l'obligation de retourner en fac et d'obtenir quelque chose, surtout qu'après les débouchés sont pas non plus foudingues. Donc côte à côte, t'as vraiment l'évidence de l'informatique. Et donc, entre 2-3 boulots de vendeur dans des magasins lillois, j'entends parler de THP sur Facebook, à l'époque, où Félix, tu faisais une présentation dans un petit bar, dans la cave d'un bar. Le Royal Bar, qu'on salue. C'était à Lille. Et voilà, donc c'est là où j'ai entendu parler de THP, où Félix m'a expliqué c'était quoi le concept, qu'est-ce qu'on y apprenait et qu'est-ce qu'on pouvait y faire. Et moi, ça m'a chauffé. Je me suis dit, bah voilà, une école un peu différente où il n'y aura pas d'amphi. Ça pitié, et on va me laisser m'exprimer, où je vais pouvoir faire des trucs assez rapidement. Ça avait l'air intéressant. Ok, tu te dis, allez, vas-y, go, j'ai testé l'informatique pendant ces 2-3 mois à THP. Mais alors justement, ça s'est passé comment? Bah, THP, ça s'est vraiment bien passé. On commence très très vite à faire du code et à avoir des rendus. Donc juste ton rendu, tu te dis, ah voilà,
Je suis capable de faire ça. Ça m'a pris du temps, c'est laborieux, mais je suis capable de faire ça. Donc ça te donne envie d'approfondir, ça te donne envie de dire comment je peux améliorer. À partir du moment où moi, tu vois, j'étais dans la position où je m'offrais une seconde chance, j'avais envie de l'attraper et de la serrer très très fort contre moi et de dire à mes parents, je peux faire quelque chose qui sera pas vendeur. Qui sera pas vendeur chez Darty. Je peux peut-être faire quelque chose qui a plus d'avenir et plus de débouchés. Donc en fait, moi j'attrape ma seconde chance à ce moment-là, au moment de THP, et je me donne à fond. Je refais le week-end et je fais partie de ceux qui ont vraiment beaucoup taffé pour approfondir ce qu'on nous donnait à THP et justement pour sortir du lot en fait et pour essayer de réussir cette seconde chance que je m'offrais. Donc ça s'est ultra bien passé puisque avec ce bagage-là, j'étais le meilleur de mon groupe, enfin de ma ville à l'époque. Et donc, c'était vachement satisfaisant aussi de pouvoir aider les autres. En plus, t'apprends 2 fois mieux. Le fait d'apprendre toi-même, puis ensuite d'aider les autres, ça te forme doublement. Ça te forme doublement. Donc, c'était hyper intéressant et ça a été comme du petit lait. Ça a été super agréable et super sympa. C'est vrai que je m'en souviens, à l'époque, tu te détachais dans ton niveau, qui était assez bon. Donc voilà, c'est ton travail du week-end a porté ses fruits. Et après THP, comment ça s'est passé ? Ce qui est trop bien, c'est que comme vous avez parfois plusieurs villes avec lesquelles vous pouvez travailler, moi, je m'étais autorisé à changer de ville de temps en temps. Et je m'étais même, à la fin, pour mon projet final, je m'étais dit, vas-y, je quitte Lille et je vais à Paris. Je vais rencontrer les Parisiens et voir comment on travaille sur Paris, quel groupe, est-ce qu'il y a des bonnes ambiances. Comme en plus, on avait le Slack qui est maintenant un Discord, pour pouvoir se rencontrer et échanger à distance. Je connaissais déjà 2-3 têtes, 2-3 noms, donc je suis allé les voir et on a travaillé ensemble et on a fait notre projet final ensemble sur Paris. Et ça se passait comment ? Super bien, on avait un bon petit groupe, bien soudé, et on a fait un truc qui était trop cool à l'époque, c'était que on s'est enfermé dans une baraque et on a fait ça pendant 2 semaines. C'était trop bien. Ça devait être cool ça. C'était trop bien. On s'est bien marré en dehors de ce qu'on a travaillé, on s'est bien marré. Des bières et du code. Que demande le peuple ? Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je les vois encore, hein, c'est des amitiés qui sont restées, hein, que ce soit Paul, que je revois encore toutes les semaines, Jordan, qui est maintenant sa copine, ou Selma, on la revoit moins parce que Selma, elle est au Japon. On leur passe d'ailleurs tous le bonjour. On leur passe le bonjour. Et oui, c'est des amitiés qui restent, ça, c'est aussi quelque chose que tu peux apporter, enfin que tu peux avoir avec le bagage de THP, c'est des nouveaux amis et des nouveaux contacts pour une nouvelle vie, quoi. Et donc, après THP, donc, je me suis dit, j'ai découvert le métier de l'informatique, et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire en informatique ? Et moi, je suis un petit filou, donc je me suis dit, il y a un petit côté un peu marrant, c'est aller voir du côté de la sécurité. J'avais commencé pendant THP à me dire, à découvrir les métiers du code et les métiers de l'informatique qui gravitent autour. Celui de la sécurité avec les hackers, etc. m'intéressait. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on y faisait. Est-ce que c'était vraiment aussi fun que ce que les gens disent ou ce que ça a l'air d'être. Pourquoi ça t'intéressait ? Il y a le petit côté premier de la classe qui dit ok, les gens codent, mais moi je veux être plus fort que ceux qui codent. Parce que je veux mieux comprendre comment leur code fonctionne et je veux pouvoir en abuser. T'as le petit côté un peu je veux me pavaner, je veux être le plus fort. Et donc, si tu veux être cette personne-là, la sécurité, c'est le bon moyen de dire à tout le monde, je vous nique tous, puisque t'as cette capacité-là. Puis il y a le côté curieux, il y a le côté un peu métier de l'ombre, il y avait le côté un peu grand méchant, mais au service du bien, tout l'imaginaire que tu peux avoir derrière qui était intéressant. Et donc, juste sur ces contrefaits, tu te dis, je vais aller voir. Ça me coûte rien, finalement, je vais aller voir de ce qui s'y passe. Donc, j'ai continué à me former en informatique derrière THP. Et j'ai découvert comment on se formait en cybersécurité, quelles étaient les voies, quels étaient les moyens, à quel point c'est difficile de trouver du taf dans le domaine. On y reviendra sur ça va être marrant. J'imagine, beaucoup d'appelés, peu d'élus, en quelque sorte. C'est ça, c'est toujours pareil, c'est les métiers, pas d'élite, c'est une spécialité, donc il faut déjà avoir une base et ensuite accéder à ce milieu-là, sachant qu'en plus, c'est des milieux qui sont un peu crispants. La sécurité, c'est un peu crispant pour la boîte. En général, il y a peu de budget alloué sur une entreprise, quand on parle pas de Google ou des multinationales. Peu de budget alloué,
Donc ils veulent tout de suite le meilleur pour pas cher, et donc en fait les meilleures places sont très rares. Il faut bien montrer patte blanche, donc c'est pas facile. Mais il y a des moyens, il y a des portes d'entrée quand même, c'est intéressant. C'est vrai que la sécurité, c'est un peu le truc. Donc, une entreprise se dit ah, ben moi j'ai pas de problème, mon code il est bien fait, et donc j'ai pas besoin d'allouer du budget sécurité. Il y a ça, parce qu'ils se disent bah, je peux faire confiance à mes devs ils ont un minimum de formation en sécurité, donc ils vont pas faire n'importe quoi. Ensuite, ils se disent bah en vrai, ça va rajouter plein de problèmes et ça va rajouter de l'entropie. Donc je vais plus pouvoir faire ce que je veux, évoluer à la vitesse que je veux. Par exemple, chez les startups, c'est typiquement le genre de truc qu'on n'aime pas avoir parce qu'on se dit bah il va nous empêcher de faire des trucs cracra alors que nous on aime bien faire des trucs cracra parce que ça va vite. Donc ouais, c'est un mec qui va nous empêcher de tourner en rond. Donc avant de commencer à avoir un besoin en sécurité, en général, la boîte elle a bien le temps de grossir et de faire plein de merde en fait. Mais alors, question toute simple, qu'est-ce que la sécurité ? Alors la sécurité en fait, c'est un milieu qui est hyper vaste. Vous avez plein de façons d'exercer le métier de sécurité en informatique. Ça peut être rajouter une connaissance supplémentaire par rapport au dev moyen, être le monsieur sécurité qui va s'assurer que le dev fait bien son travail et que c'est sécurisé. Il va peut-être aussi se permettre de configurer les outils à la place du dev, configurer des pièces rapportées. Par exemple, si je vous parle de la base de données, bah, la base de données, quand c'est fait par un développeur, il va dire bon bah je mets pas de mot de passe parce que c'est plus chiant de rajouter un mot de passe, etc. Bah, la personne qui s'occupe de la sécurité, elle va se dire s'il faut mettre un mot de passe, faut même mettre plusieurs utilisateurs sur la base de données, leur donner des rôles différents, et donc c'est une personne qui va peut-être s'occuper de ça. Elle peut aussi s'occuper de rajouter des interfaces qui vont sécuriser, qui vont essayer de filtrer en fait ce qui arrive dans ton application finalement. Donc ils vont peut-être rajouter des pare-feux, rajouter des règles filtrantes pour essayer d'empêcher par exemple des bots de récupérer tout ce qu'il y a comme contenu sur ton site, etc. Essayer d'enlever des choses qu'on ne veut pas, essayer de protéger. Donc ça peut être du côté un peu dev, en fait, un peu genre métier. On va essayer de diminuer les risques d'une boîte, et on va avoir les autres côtés où on va faire plus un métier de consultant, où on va essayer de tester, on va essayer de découvrir, de venir après coup, donc après avoir fait toute cette étape de sécurisation, on va essayer de venir se dire, est-ce que maintenant il y a encore des moyens pour un lambda, ou quelqu'un de très motivé, ou quelqu'un qui a une équipe et qui a du temps et du budget, est-ce qu'il y a un moyen de venir détruire l'outil qu'on a créé ? Est-ce qu'il y a un moyen de le détourner ? Est-ce qu'il y a un moyen de le récupérer et de le mettre à sa pomme, enfin de récupérer de l'argent, des données, tout ce qui peut se faire en fait. Et donc ça va être plutôt le métier que moi j'exerce actuellement, ça va être faire du pen test. Donc des tests de pénétration, en français on dit plutôt test d'intrusion. L'objectif c'est de jouer le rôle du grand méchant, c'est de dire ok, je connais toutes les méthodes des grands méchants, j'ai les mêmes outils qu'eux, et je vais essayer de démontrer que c'est pas possible pour quelqu'un, dans le temps que je me suis donné, dans une semaine par exemple, si je fais une semaine de test, de démontrer que c'est pas possible de faire ce qu'on veut pas, ce qui arrive à l'application, c'est-à-dire voler des données, détourner l'application, etc. Ok, bon on y reviendra je pense tout à l'heure sur ton métier actuel, parce que ça peut être hyper intéressant, et justement tu feras le comparatif avec l'imaginaire qu'on peut avoir aux côtés du hacker à la capuche dans le bureau des légendes ou autre truc un peu cool. Mais alors c'est marrant parce que tu disais que tu t'étais formé à la cybersécurité, et pour les gens qui pourraient nous écouter, vu que nous on n'a toujours pas, peut-être bientôt un jour, une formation en cybersécurité, est-ce que tu aurais des petits conseils pour les gens qui veulent se former en cybersécurité ? La formation en cybersécurité, si vous suivez pas les grandes écoles d'ingénieurs, et si vous suivez pas les écoles spécialisées, vous allez avoir un certain mur. C'est que bon, déjà vous aurez jamais le petit macaron qui vous dira c'est bon, il est validé, mais vous allez avoir quand même beaucoup de choses qui sont disponibles sur internet. Vous allez avoir des livres qui sont pas très chers, qui vont vous permettre de découvrir des nouvelles choses, et donc il y a tout un monde que les États-Unis ont ouvert, qui sont le monde des certifications, où finalement vous allez avoir plein de certifications en cybersécurité, et vous allez pouvoir vous dire ok, les certifications sont trop chères, faut compter du 6 000, 7 000, 8 000 dollars pour passer la certification, sachant qu'en plus sont pas forcément toutes très intéressantes, mais ces certifications, elles ont au moins l'intérêt d'exister, et quand elles existent, elles arrivent avec un tronc commun, une base de connaissances à acquérir pour valider cette certification. Et les livres, les troncs communs et les bases,
elles sont disponibles sur Internet, que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit des PDF accessibles en libre accès, que ce soit parfois des petites box, on appelle ça des box, pour pouvoir justement tester des connaissances, tester des capacités techniques sur un vrai ordinateur et voir est-ce qu'on est capable déjà d'être un hacker. Ce genre de choses qui vont vous permettre de démontrer des capacités et d'apprendre et de vous donner un tronc commun de connaissances qui vont vous permettre justement de commencer quelque part en fait. Super. Eh bien, je te propose de parler de ton métier actuel dans la cybersécurité. Donc, tu es hacker pour le ministère des Armées. Donc, évidemment, tu n'auras pas le droit de tout dire dans ça. Bien sûr. Des trucs top secrets. Mais voilà, ce que tu peux dire et tout, ça peut être intéressant. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, quel est ton métier et qu'est-ce que tu fais au jour le jour ? Au jour le jour, je fais 3 choses très différentes. On est dans une petite équipe, un petit bureau, on est sur de l'innovation, donc on n'a pas 1000 personnes qui travaillent, mais du coup c'est vachement bien parce que mon métier est très varié. Je vais faire de la suivi de projet, donc je vais faire du conseil auprès des devs pour justement un peu cette histoire de configurer les outils et ce sera toujours à eux de le faire, mais je vais leur donner quand même 2-3 règles à regarder et à quoi faire gaffe quand ils feront leurs choses. Un peu ce que tu disais avec la base de données. Avec la base de données, exactement. Et le mot de passe. Tu mets le mot de passe, tu le mets pas dans le code et tu crées plusieurs utilisateurs différents. Tout le monde n'est pas admin, s'il te plaît. Donc ça, c'est plutôt la suivi de projet au jour le jour avec les développeurs. Tu vas avoir du côté un peu plus agile, par exemple l'analyse de risque, qui est un atelier qu'on fait avec l'équipe de dev, que ce soit le PM, donc le product manager, qui est en fait le chargé de projet, et les devs, et même l'UX, l'UI, tout le monde a intérêt à y être. Toutes les personnes qui travaillent sur le projet, même parfois les utilisateurs finaux, donc ceux qui vont à la fin, ceux pourquoi on crée l'application, vont avoir intérêt à être autour de la table, et on va venir se poser des questions sur les fonctionnalités de la nouvelle application ou du projet qu'on va créer. Je vais prendre mon exemple de la porte. Par exemple, une porte, c'est un outil qu'on connaît tous très bien. Elle a 2 fonctions. Première fonction, c'est de garder quelqu'un en dehors de l'autre côté d'une porte, d'empêcher que quelqu'un rentre. Ça, c'est son but. Mais du coup, elle a par exemple 2 fonctionnalités. Ça va être de s'ouvrir, de se fermer. On parle même pas de la possibilité d'avoir une serrure. Et on va se dire, ok, maintenant j'ai mes fonctionnalités de la porte. Et je vais me demander, est-ce qu'il y a un risque inhérent au fait que la porte s'ouvre ? Est-ce qu'il y a un risque inhérent au fait que la porte se ferme ? Donc là, tout le monde autour de la table peut donner des idées, se dire oui, en fait, il y a un risque, quand j'ouvre la porte, il y a quelqu'un qui peut se la prendre dans la tête parce qu'il est derrière cette porte. Est-ce que c'est un risque qu'on prend en compte ? Est-ce qu'on décide de réduire ce risque ? Est-ce que c'est un risque qu'on accepte ? Est-ce que c'est un risque qu'on a envie de supprimer ? Il y a 3 possibilités, finalement. Donc il existe des méthodes, c'est un atelier qu'on fait en équipe, et on essaye de revenir sur toutes les fonctionnalités de l'application, un peu sur la même méthode, et de vérifier qu'on n'a pas oublié quelque chose, qu'on n'a pas un trou dans la raquette, ne serait-ce qu'à l'étape de la conception. Et ensuite, vous allez avoir le processus de l'homologation, qui est un truc plutôt formaliste, où l'armée va venir te demander si vous avez suivi les standards, et si vous êtes une application qui mérite, qui est assez bonne pour être utilisée par les militaires derrière, parce qu'ils ont quand même 2-3 besoins de s'assurer que ça marche bien. La norme ISO armée. C'est ça, c'est un peu ça. Bon, ça permet derrière, pour nous, en tant que petit bureau, de se déresponsabiliser, c'est-à-dire qu'une fois que l'armée à homologuer le produit, ça va être elle qui va être responsable s'il y a un problème avec le produit. Par exemple, si derrière il y a une fuite de données, comme ils ont homologué, ce sera eux qui accepteront les conséquences de cette fuite de données, que ce soit en termes politiques ou en termes physiques ou pécuniers. Ça va plus être à nous, petits bureaux, de gérer ces problèmes-là, puisqu'ils ont accepté de l'homologuer. Et il va y avoir le test technique, celui qu'on appelle le test d'intrusion ou le pen test, qui va pour moi suivre certaines règles, essayer de faire une checklist de tout ce qu'un attaquant pourrait faire et essayer de voir si ça marche, essayer de trouver des trous dans l'application, essayer de trouver des failles de sécurité, essayer de trouver des problèmes. L'objectif, c'est d'en trouver un maximum. L'objectif, c'est d'ensuite conseiller les devs pour enlever les trous, très simplement. Donc on se forme à comment un attaquant fonctionne, on se forme à quel outil il utilise, on se forme à savoir comment les devs fonctionnent, donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'avoir un background, d'avoir des connaissances sur comment une équipe de devs fonctionne. Ça te permet déjà de ne pas fonctionner avec une boîte complètement noire, ça te permet d'avoir déjà une idée de comment un projet est architecturé, comment
telle fonctionnalité peut être faite et comment elle peut être mal faite. Ça permet d'avoir une idée à peu près de ce que tu retrouves derrière. Parce que quand tu te retrouves devant un site, si t'as pas une vague idée de comment il est construit, c'est compliqué de venir en abuser les faiblesses. Ok, ouais, donc tu viens de parler de bases en informatique. Moi j'ai une question, est-ce que THP au final t'a filé des bases, que ce soit en informatique ou dans d'autres, on va dire, compétences douces pour faire ce métier actuel? Bah complètement. Finalement, tu vois, THP, ça te donne les compétences et la capacité de créer un projet de zéro. Donc tu te retrouves vraiment dans le côté pragmatique que va avoir une boîte. C'est, je veux créer un outil le plus rapidement possible, récupérer du code à droite, à gauche, récupérer des outils, et donner le plus possible, le plus vite possible, un outil dans les mains de mes utilisateurs. Donc, une fois que tu as appris cette façon de travailler, qui est une façon de travailler très efficace, tu vas pouvoir te dire, la plupart des devs fonctionnent comme ça, la plupart des boîtes fonctionnent comme ça. Comment ça peut être abusé, quelles erreurs vont être faites sur le chemin. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose de super à apprendre, que j'ai appris à THP. C'est quelque chose de très efficace, mais qui du coup laisse quelques trous dans la raquette. Mais c'est pas un problème, c'est un problème pour les gens de la sécurité. L'objectif d'un développeur, c'est de faire son métier. De shipper les features. De shipper. Et derrière, bah pareil, THP, ça t'apprend à coder d'un projet de zéro, donc ça te donne aussi les bonnes bases, en fait, pour imaginer un projet. Et ça te donne ces bonnes bases pour imaginer un projet, ça te donne, en général, les bonnes clés pour imaginer comment un projet a pu être fait. Alors, derrière, il y a plein d'outils, plein de façons de coder, mais vous avez les bonnes bases en sortant de THP pour imaginer comment un projet on le construit. Et donc ça c'est super, c'est exactement les bases qu'il faut pour se lancer, pour se dire mon projet il est architecturé comme ça, les équipes elles ont fonctionné comme ça, elles se sont organisées de telle façon parce que c'est la manière classique, c'est la manière que les devs ont de se coordonner et de travailler ensemble. Donc carrément en fait. Il faut creuser encore un peu après THP, mais honnêtement vous avez les bonnes bases à approfondir. Ok. Alors c'est marrant, alors moi j'ai une question que j'ai envie de te poser parce que c'est vrai que je suis pas un pro dans le milieu de la cybersécurité et ce que je connais c'est un peu l'imaginaire que je peux avoir via le bureau des légendes et compagnie. Et toi tout à l'heure tu parlais justement que tu t'es mis dans le domaine de la cybersécurité de par son imaginaire entre autres. Et alors donc réalité versus les séries. La réalité elle est quand même beaucoup moins fun. Faut pas se lancer dans ce métier-là si t'as pas quand même un peu envie de travailler. C'est-à-dire que... Alors, il existe des métiers en sécurité qui vont être moins procéduriers, mais le mien, par exemple, qui est celui du test d'intrusion, ça demande quand même de suivre au moins une checklist pour essayer de pas laisser de trous dans la raquette, que t'aies bien tout testé. Donc tu suis quand même quelque chose, tu vas pas comme un bourrin dans tout droit, etc. Et aussi, bah, on est très content quand on trouve une faille, mais trouver une faille, ça ramène beaucoup d'autres choses. Ça ramène le fait que tu doives décrire sur un rapport. Donc il faut écrire un rapport, et il faut le faire de manière assez complète pour que les gens qui le lisent, qui sont pas forcément toujours les devs, parfois ça va être le PM, il va comprendre le rapport, donc il faut être didactique, se faire comprendre. Il faut écrire en fait. Il faut créer des rapports. Il faut écrire des rapports. Donc à un moment, il va falloir quand même arrêter d'être avec sa petite capuche tout seul dans son coin. Il va falloir s'ouvrir au monde et expliquer ce qui se passe pour que les gens puissent régler le problème. L'objectif, c'est pas seulement d'être le plus grand méchant et d'être le plus fort, c'est aussi de donner accessible et de permettre aux gens de régler leurs problèmes. Et pour ça, ils ont besoin de comprendre c'est quoi leur problème, comment il est venu, et comment ne pas le reproduire. Donc très vite, en fait, le métier de pentester ou de personne qui fait des tests d'intrusion se transforme en consultant en cybersécurité et en bonne pratique. Et à ce moment-là, bah, on fait beaucoup plus de l'humain, de la transmission et beaucoup plus... On écrit sur une feuille ou un Word. Ou des PowerPoint. Voilà. Mais alors justement, c'est donc il y a 3 ans et demi, t'étais quelqu'un qui savait pas trop où il allait, en pleine reconversion. Est-ce que 3 ans et demi plus tard, tu es satisfait de cette reconversion? Et si c'était à faire, est-ce que tu le referais? Ou même, est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu aimerais bien aller? Bah carrément. Au final, moi je trouve que là où j'en suis, je trouve ça très intéressant. Je continue d'apprendre des nouvelles choses tous les jours. Mais je pense que je vais encore continuer d'élargir mon champ des compétences. Dans pas trop longtemps, je vais vraiment me former à l'électronique. Je vais essayer de rejoindre le côté un peu plus physique de la sécurité.
Et donc commencer à vraiment faire des choses de vrais hackers. C'est-à-dire commencer à pouvoir avoir des petits gadgets sur moi, commencer à peut-être essayer de bidouiller des trucs avec les ondes, essayer d'explorer autre chose. Pour l'instant, finalement, ce que je fais, je fais des tests d'intrusion, mais qui sont circonscrits au métier du web. Je peux faire des tests d'intrusion sur des applications web, sur des sites web, sur beaucoup de choses qui... Alors le web, c'est vraiment le centre du monde aujourd'hui, donc ça reste beaucoup de choses, mais il y a d'autres petites choses qui ont l'air un peu marrantes, qui concernent le monde un peu plus physique, et un peu plus dans la vie de tous les jours. Donc ça va être les modules Bluetooth, ça va être la Wi-Fi, ça va être... Les objets connectés. Les objets connectés, les beepers, toutes ces choses qui sont directement dans ta main et qui sont pas forcément un téléphone ou un site web. Voilà. Bon bah écoute, eh bien merci beaucoup pour cet épisode. Alors j'aime toujours finir par une question qui est: est-ce que tu auras un conseil à donner aux personnes qui t'écoutent ? Bah carrément, mon conseil ça va être, il tient en une phrase, c'est une connaissance n'a de valeur que si elle est transmise. C'est très peer learning. J'adore, c'est 20 sur 20. Et donc comment je l'explique cette maxime ? C'est un peu, pour faire ce métier-là, même n'importe quel métier en informatique, il faut quand même aimer transmettre, aimer permettre aux gens de comprendre ce que tu es en train de faire. Il faut aimer donner les clés aux gens qui sont autour de toi, qui comprennent pas forcément ton métier et qui ont pas encore les connaissances. Aimer leur permettre d'être à leur tour des relais pour la connaissance. Dans l'idée, c'est, par exemple en sécurité, quand tu fais des tests d'intrusion, c'est facile de venir taper sur tout le monde. De dire vous faites n'importe quoi, vous avez suivi aucun des standards et vous êtes vraiment nul. Ça, c'est quelque chose qui est facile et qui est assez positif pour ton ego. Tu peux te dire, bah voilà, je suis vraiment le meilleur. Mais la façon dont tout le monde avance, c'est quand même d'expliquer aux gens pourquoi ils ont eu ce problème, de leur expliquer aussi que bah, c'est normal de faire des erreurs, de venir un peu calmer le jeu et d'expliquer comment cette erreur n'arrive plus, d'expliquer à tout le monde pourquoi on fait de telle façon et pas d'une autre, et pourquoi c'est mieux d'y réfléchir en amont et pas en aval. Tu peux pas faire ce métier-là, tu peux pas faire un métier en informatique si t'as pas envie de répandre un peu tes connaissances et de la transmettre, de permettre aux gens de s'informer sur le sujet. Bah super, moi j'aime beaucoup les paroles de transmission de connaissances, donc je ne peux que approuver à 100% ce que tu viens de dire. Eh bien, ceci signe la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'être venu. Bah de rien. Et puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup en tout cas à notre invité de nous avoir partagé ces moments humains. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une autre histoire, un autre parcours. Allez, à ciao, bon dimanche.